Bonjour, bienvenue à ce webinaire intitulé Preuve formelle de spécification et lien avec la validation formelle de données. Ce webinaire présente les principes de cette méthodologie et montre comment cette activité peut se combiner avec la validation formelle de données. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien Molinero-Pérez. Bonjour Julien. Bonjour. Ingénieur système sûr à Clearcy, qui a participé à la mise au point de cette méthodologie et à son application à plusieurs projets ferroviaires de grande ampleur. Ce webinaire s'adresse principalement aux exploitants ferroviaires, aux fournisseurs de systèmes de signalisation, ainsi qu'aux organismes de certification. Et il ne nécessite pas de compétences particulières pour être suivi. Le webinaire se décompose d'environ 30 minutes de présentation, suivi de 15 minutes de questions-réponses. Les slides peuvent être téléchargés depuis la section Hands-on, en haut à droite de votre écran, par là pour vous. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat qui est à droite tout au long du webinaire et nous y répondrons à l'issue de la présentation. Donc le webinaire est enregistré hors session de questions-réponses et la vidéo sera disponible comme d'habitude d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Clearcy. Voilà, Julien, je te laisse la parole. Merci Thierry. Donc, je vais vous parler, comme l'a dit Thierry, de preuve formelle, plus spécifiquement lorsqu'elle est appliquée au niveau des spécifications d'un système ou d'un sous-système. Quel est le lien? Quel lien on peut faire entre cette preuve formelle et la validation formelle de données? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la preuve formelle de spécification? C'est la combinaison d'une méthodologie innovante qui est non invasive et qui est accompagnée d'un outil de preuve qui est là pour garantir la mise en œuvre rigoureuse de cette méthodologie. Alors, en quoi ça consiste? L'objectif, c'est d'expliciter les raisonnements de sécurité et de garantir l'exactitude de ces raisonnements. Le but visé au final, c'est bien sûr d'obtenir une garantie zéro défaut qui soit indépendante d'une validation par scénario. C'est vraiment ça qu'on cherche à contrecarrer, à compléter, j'aurais plutôt à compléter. Et donc la garantie zéro défaut de spécification d'un logiciel lorsqu'on l'étudie dans son contexte système. Donc la preuve formelle représente une alternative à l'approche par scénario et elle permet d'obtenir des résultats qui sont directement exploitables. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Première chose, la méthode de preuve formelle au niveau spécification est déjà utilisée par des industriels et par des exploitants. Elle est adaptée à l'étude de systèmes de grande complexité. Elle n'est pas limitée ou pénalisée par une explosion de complexité. Et elle permet d'obtenir une preuve générique d'un logiciel indépendamment de son paramétrage, simplement en isolant des contraintes que doivent respecter ces paramètres. Cette méthodologie est là pour combler les lacunes de certaines activités traditionnelles du cycle en V, qui notamment conduisent à des découvertes tardives de défauts. Lorsque les défauts sont structurants dans les spécifications, on s'en rend compte très tard dans le cycle en V, moyennant beaucoup de tests, et on n'a jamais la garantie à la fin que tout a bien été étudié, que tout a bien été testé. Alors, simplement un cycle en V pour positionner les différents types d'activités formelles, telles qu'on les applique ici à Clearcy. Donc, le cycle en V au niveau des phases, on a repris les intitulés de la 50-128. Tout en haut, la phase de développement du système, première étape. Donc ici, on a un système qui est composé de plusieurs sous-systèmes, plusieurs logiciels. Et dès ce niveau-là, on peut déjà avoir une phase de preuve formelle au niveau des spécifications de ce système, avant même l'allocation des exigences aux différents composants. Ça, c'est une première application possible. Clearcy a un certain nombre de références là-dessus. Deuxième application, cette fois-ci au niveau des spécifications d'un logiciel précis, ou encore, on peut également faire encore plus ciblé sur une fonction spécifique dans un logiciel. Donc ici, l'idée, c'est la partie bleue sur le schéma, dans la phase descendante du cycle en V. L'idée, c'est d'expliciter les raisonnements de sécurité du logiciel dans son environnement système. Donc c'est sur cette partie-là que je vais me concentrer aujourd'hui.
avec notamment un exemple que je vais dérouler qui sera vraiment de cette nature-là. On va étudier une spécification logicielle et voir en quoi consiste l'application d'une méthode formelle, d'une preuve formelle de spécification là-dessus. Ensuite, tout en bas du cycle en V, le maillon orange sur le schéma, vous avez la preuve formelle au niveau logiciel, qui, elle, est assez connue et appliquée depuis longtemps maintenant, avec notamment la méthode B, qui permet de développer qui est utilisée par Alstom et Siemens notamment pour développer leur CBTC. Donc ici, le but de la preuve formelle au niveau logiciel, c'est de garantir la conformité du logiciel, de l'implémentation, par rapport à sa spécification logicielle. Et enfin, sur la phase remontante du cycle en V, vous voyez un petit carré sur la droite du schéma qui parle de la validation formelle de données, qui permet de vérifier que les logiciels en question, une fois qu'ils sont paramétrés, ces paramètres satisfont un certain nombre de contraintes de sécurité qui ont été identifiées durant la phase descendante du cycle en V. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la partie bleue, donc étude d'une spécification logicielle et le lien qu'on peut tirer de cette phase-là jusqu'à la validation formelle de données. Donc, je ne vais pas développer la phase de raisonnement système avant l'allocation des exigences. Si cette partie-là vous intéresse particulièrement, je vous encourage à nous contacter pour qu'on puisse vous faire une présentation dédiée. Et puis, pour la phase de preuve formelle au niveau logiciel, pareil, on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est des méthodes qui sont assez connues et c'est pas ça ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Alors, tout d'abord, une sorte d'introduction sur la preuve formelle de spécification. Juste un mot pour dire que c'est une méthode qui marche et qui marche déjà aujourd'hui. La méthode a déjà fait ses preuves dans un contexte industriel. On n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre de la R&D ou qui mériterait de vérifier si ça passe à l'échelle, etc. Ces questions-là sont résolues aujourd'hui. La méthode est applicable sur des sujets complexes, des sujets industriels. Alors, elle est également applicable sur un périmètre réduit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se focaliser sur tout un logiciel. On peut étudier une fonction en particulier. Si on a une fonction qui nous pose des problèmes récurrents, c'est une très bonne manière de débroussailler et d'augmenter la confiance en la sécurité de la fonction. Et enfin, j'insiste sur ce dernier point, les résultats rendus sont en langage naturel, c'est-à-dire que ce n'est pas des formules mathématiques, c'est vraiment des résultats en langage naturel qui sont compréhensibles par tout le monde, notamment les équipes qui travaillent sur le projet, mais également les différents organismes qui pourraient être impliqués dans l'homologation, la certification du système étudié. Alors, quelques mots sur l'actualité récente de la preuve formelle au niveau des spécifications. Donc, côté donneur d'ordre, on a une clause qui est apparue maintenant dans les cahiers des charges de la RATP depuis, il me semble, 2019, qui impose l'expression des propriétés du logiciel dans son environnement système. Et donc, c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est une clause obligatoire qui aujourd'hui est présente dans les cahiers des charges RATP. À noter également un appel d'offres qui a eu lieu pour le projet Marseille-Vintimille par SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure, qui consiste à complètement migrer, à remplacer la signalisation existante sur la ligne Marseille-Vintimille, c'est-à-dire à déposer la signalisation actuelle et à la remplacer par une signalisation ERTMS hybride level 3 sur une ligne qui est fortement exploitée. On parle de 270 trains par jour. Donc, la SNCF a commandé une prestation de preuve formelle à Clercy pour augmenter sa confiance en la sécurité sur ce projet où le challenge technique est énorme. Donc voilà, côté donneur d'ordre. Ensuite, côté fournisseur, on a Alstom et Siemens notamment, qui sont assez avancés sur l'utilisation des preuves formelles au niveau des spécifications, et avec qui nous, Clercy, on travaille déjà et depuis des années pour Alstom notamment. Et enfin, un dernier mot sur une recommandation du BEA qui concerne un incident de survitesse sur un TGV à la Miles en décembre 2019 et qui recommande fortement l'utilisation de méthodes formelles au niveau du paramétrage cette fois-ci, donc pas vraiment au niveau des spécifications elles-mêmes,
mais plutôt au niveau des paramètres des différents équipements. Donc ça, c'est pour l'actualité récente. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu en quoi ça consiste concrètement. Donc, l'exemple que j'ai choisi pour cette présentation, c'est un exemple qui est volontairement simpliste, hein, puisque forcément, dans une présentation courte comme celle-ci, le but, c'est de vous sensibiliser à la méthode. Le principe retenu, c'est la localisation d'un train sur une balise. Donc, quel est le principe? Vous le connaissez certainement tous. Le train passe sur une eurobalise. Ici, donc, j'ai pris un train ETCS, mais peu importe, en métro, c'est la même chose. Le train émet un champ magnétique qui énergise la balise. La balise transmet un télégramme. Ce télégramme contient la position de la balise sur la voie, ou alors l'identité de cette balise. Là, ça peut dépendre si on est plutôt sur des grandes lignes ou sur du métro. Dans le cadre de notre exemple, on va se placer dans le cadre des grandes lignes. Et donc, le télégramme fournit sa position de la balise sur la voie. Et à partir de là, le calculateur embarqué à bord, donc ici le VC, utilise cette information pour en déduire une enveloppe qui contient assurément l'intégralité de la position du train. À partir de cette enveloppe, le VC sera capable d'envoyer un position report, donc un rapport de position aux équipements au sol, qui permettront de localiser le train et donc d'en déduire, de calculer des autorisations de mouvement pour ce train-là. Ensuite, donc cette fonction de localisation à bord de l'EVC, c'est une fonction critique qui a un rôle déterminant dans la sécurité du système. Hein. Si la fonction est défaillante, vous aurez une collision, vous aurez un déraillement. Donc c'est vraiment une fonction critique qui est embarquée. Et donc, il est pertinent de prouver que l'algorithme qui a été mis en œuvre pour implémenter cette fonction est correct et ne contient aucun bug, dans aucune situation. Alors, la première étape, que fait-on? La première chose, ça consiste quelque part à faire un petit peu l'état des lieux de ce qu'on a sous la main. Alors, on a appelé cette étape-là le nommage. Peu importe, voyons ça comme l'étape préliminaire à l'activité de preuve formelle. L'entrant de l'activité, c'est toujours une exigence ou une série d'exigences, telle que vous pouvez la voir ici dans l'encadré en haut à gauche de ce slide. Donc, vous avez une exigence que j'ai appelée ici EVC REC XXX, qui vous dit que l'EVC doit déterminer un intervalle de position, alors min-max, dans lequel le train, j'ai encadré cette notion en orange, j'y reviendrai, se trouve intégralement. Et puis ensuite, ça vous dit comment calculer la position min, donc la variable software, donc la min-p pour min position, c'est la position fournie par la balise, moins les erreurs maximales de récollement, moins la distance entre l'antenne qui capte le télégramme et l'arrière du train. On sait que cette antenne-là, elle est vue comme un point sur le train, sur le matériel roulant, et ce point est éloigné de l'extrémité arrière du train d'une certaine distance qu'il faut considérer si on veut déterminer un encadrement, une borne arrière pour la position du train complet. Donc ça, c'est un exemple de spécification qu'on pourrait avoir. Je ne vais pas détailler la partie calcul du max, hein, c'est relativement symétrique. À partir de là, on va commencer par nommer les quantités et identifier qu'est-ce qui est logiciel dans tout ça et qu'est-ce qui est plutôt de l'environnement, qu'est-ce qui est dans le contexte système. Alors, les entrants de la fonction, on le voit, il y a la position fournie par la balise. Alors, je vais donner un petit nom ici. Il y a l'erreur maximale de récollement. J'ai appelé la software max error, qui est en fait un paramètre du logiciel. Quelque part, du point de vue du logiciel, c'est simplement une valeur stockée à une case mémoire précise. Et puis, une distance entre la position de l'antenne et l'arrière du train. Et encore une fois, ce qui est appelé ici software DMR, c'est un paramètre du logiciel c'est simplement une longueur, une valeur qui est stockée en mémoire et auquel le logiciel pourra accéder pour calculer l'enveloppe de localisation. À partir de ces entrants, le logiciel calcule une sortie ici, qui est la position min, la position arrière calculée par le logiciel, qui est censé sous-estimer, quelque part, être en retard sur la position réelle du train. Voilà. C'est la propriété qu'on attendait. Donc ça, c'est pour les éléments logiciels. Maintenant, si on regarde un petit peu plus, si on étend cette vision, et c'est là où commence un petit peu la valeur ajoutée de l'activité de preuve formelle
du logiciel dans son environnement système, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les variables dites d'environnement. Et donc, quels sont les objets réels d'environnement qui sont, d'une manière ou d'une autre, liés à cette fonction-là du logiciel. Alors, la première chose, on peut voir que le logiciel travaille avec une position de la balise, position qu'il a connue, qui est inscrite dans le télégramme. On aurait bien envie que cette position reflète correctement la position réelle de la balise sur la voie. Et donc ça, c'est un élément à prendre en compte. La position réelle de la balise sur la voie va nous intéresser quand on va formuler notre preuve. Ensuite, plus facile à voir, la position réelle du train lui-même, alors l'arrière et l'avant. Hein. Bon, dans cet exemple, on n'utilisera que l'arrière, mais en tout cas, on voit bien que l'encadré orange dans la spécification, d'ailleurs, quand on parle de le train, on parle vraiment de sa position réelle ici. Hein. Et donc, il y a sa position arrière, sa position avant. Et également, une position un petit peu particulière dans le cadre de cette fonction-là, c'est la position de l'antenne sous le train qui va capter le télégramme. Donc, à l'issue de cette première phase, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié et isolé les différents éléments, les entrants de la fonction, les sorties de la fonction et les éléments d'environnement qui nous intéressent. On peut maintenant passer à l'étape 2, qu'on appelle l'étape de formalisation. Alors, j'attire votre attention d'abord sur la partie gauche du slide avant de regarder les dessins. Je commenterai les figures par la suite. Première chose, on va se demander que veut-on prouver en fait. Et donc ici, ce qu'on veut prouver, c'est que la sortie qui est calculée par le logiciel, donc la position min estimée par le logiciel, minore bien la position réelle de l'arrière du train, si vous voulez. C'est-à-dire que, je rappelle, hein, le but c'est de calculer une enveloppe entre min et max, et donc on veut que cette enveloppe contienne la position du train. Pour que l'enveloppe contienne la position du train, il faut que l'arrière calculé de cette enveloppe, donc le min position software, soit bien en amont de la position réelle du train sur la voie, de son arrière. Et donc ça devient ce que l'on veut démontrer. Et ensuite, on va pouvoir formaliser des hypothèses qui lient l'environnement et ce que connaît le logiciel. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la balise fournissait une position dans le télégramme. C'est la software PBAL pour position de la balise. Eh bien, on va exiger que cette position soit correcte. On va formuler l'hypothèse que cette position connue et renseignée dans le télégramme est correcte à plus ou moins une certaine erreur que l'on sait majorer en fait par rapport à la position réelle de la balise sur la voie. Et donc là, on exprime comme ça des hypothèses qui lient à la fois ce que connaît le logiciel et la réalité qui est autour de ce logiciel, donc les vrais éléments d'environnement. Deuxième hypothèse qu'on peut voir apparaître, c'est que le paramètre qui s'appelle dans la DMR, qui représente la distance entre la position de l'antenne par rapport à l'arrière du train, ce paramètre-là doit être une surestimation, alors aussi proche que possible, mais en tout cas pas une sous-estimation, de la distance réelle qui sépare l'antenne sur le train et la position arrière. Donc ça, c'est des hypothèses qui portent sur le paramétrage et qui disent quelque part, vous avez bien mesuré le train quand vous avez stocké cette valeur-là dans les paramètres du logiciel. Donc à partir de là, on a formalisé la propriété de sécurité voulue, on a formalisé les hypothèses qui lient le logiciel et l'environnement. Alors, les schémas sont là pour illustrer un petit peu les différentes notions. Si on regarde la partie haute du schéma, la première moitié, j'ai dessiné ici uniquement l'environnement, c'est-à-dire l'environnement qui, lui, ne connaît pas du tout le logiciel. Vous avez un train réel sur la voie. Sous ce train, vous avez une antenne, la zone orange, avec une position d'antenne qui, ici, est la position centrale. Et au sol, vous avez la balise également, qui n'est pas ponctuelle, mais sur laquelle on a défini la position de la balise. Quand je parlais de env PBAL, hein, pour la position de la balise, on parlait du centre de cette balise actuelle, en réalité. Donc ça, c'est pour la partie environnement. Et maintenant, si on regarde dans le logiciel, lui, le logiciel, il ne connaît pas grand-chose de tout ça, en fait. Hein. Le logiciel, ce qu'il connaît, c'est le software PBalise, ici, qui est la position qu'il reçoit dans un message. Il y a quelque chose qui lui dit, ben voilà, cette position-là sur la voie, c'est vraiment directement issu du télégramme. Et ensuite, le logiciel, il a dans sa base de données, dans son paramétrage, certains paramètres qui contiennent une certaine valeur. Hein. Le logiciel
ne sait pas directement ce que ça représente, peu importe. Il a des erreurs et des paramètres qui sont stockés dans sa base de données et qui va utiliser conformément à ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire à la spécification qu'on a vue tout à l'heure, pour déduire de la position reçue dans le télégramme une position calculée, la software mean position, qui elle est complètement sécuritaire. Et donc voilà un petit peu pour le panorama dans lequel on travaille. Ça, à ce stade-là, on a posé le cadre. Maintenant, l'étape 3, qui consiste réellement à dérouler la preuve formelle, je commence par introduire qu'est-ce que c'est qu'une preuve formelle. Quand on réalise une preuve formelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les clés de raisonnement qui sont nécessaires pour démontrer que si les hypothèses qu'on a vues auparavant sont validées, alors la conclusion l'est également. Une preuve formelle, en réalité, c'est une démonstration mathématique qui permet de déduire des conclusions, parfois des conclusions complexes, à partir d'hypothèses qui, elles, sont beaucoup plus simples à vérifier. C'est là l'intérêt. Et cette preuve formelle, cette démonstration mathématique n'est correcte que si les hypothèses sont utilisées uniquement en utilisant des règles logiques valides. C'est-à-dire, j'utilise les règles des mathématiques pour combiner mes hypothèses et voir si j'arrive à démontrer la conclusion voulue. L'intérêt de tout ça, c'est que la validité des hypothèses entraîne directement, par raisonnement prouvé, je veux dire, la validité de la conclusion. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à faire ici sur notre exemple. Et donc, à quoi ça ressemblerait dans le cadre de notre algorithme de localisation? Première chose, le raisonnement de sécurité dirait, en fait, le train vient de capter un télégramme. Donc, l'entraîne du train, au moment où il capte le télégramme, elle est située dans la zone de captation de la balise, forcément, sinon elle ne l'aurait pas capté. Or, par hypothèse, l'arrière du train est à une distance connue de l'antenne. Et donc, si je retranche cette distance connue, donc l'arrière du train, physiquement, il est forcément en amont de la zone de captation de la balise, moins la distance que je connais qui sépare l'antenne de l'arrière du train. Ça, c'est un raisonnement qui mériterait bien sûr, dans le cadre d'un rapport complet, d'être un peu plus précis, mais c'est vraiment de cette nature-là, le rendu est de cette nature-là. Alors la question qui suit, c'est ce raisonnement est-il correct, est-il complet? En réalité, ici, pas vraiment. Pourquoi? Parce que la zone de captation, vous avez vu, j'ai introduit un concept que j'ai appelé la zone de captation, et j'ai dit, si on capte le télégramme, c'est que l'antenne est dans la zone de captation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que j'en parle. En fait, la zone de captation, c'est la zone autour de la balise dans laquelle il est possible de recevoir un télégramme. Si cette zone est infinie, vous voyez bien que ça ne marche plus. On ne peut pas avoir la sécurité. Et donc, on voit qu'il manque une notion ici de portée maximale garantie, quelque part, qui dit, en fait, la balise, si je la reçois, c'est que vraiment, je ne peux pas être plus loin que X mètres, alors que ça peut être 1 mètre ou moins que ça. Et donc, on a un besoin de portée maximale garantie. Et donc, à ce stade, on a 2 éléments possibles. Soit la notion de portée maximale garantie n'est pas présente dans la spécification. Je rappelle, dans le bout de spec qu'on a vu tout à l'heure, on ne parlait pas de portée maximale garantie, on ne nous a pas dit de la retrancher. Et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut corriger ça, la spécification. On vient de trouver un bug et on doit le corriger. Soit, deuxième option, souvent le cas, ce paramètre est en fait inclus déjà dans l'un des paramètres cette notion de portée maximale garantie est déjà inclus dans l'un des paramètres du logiciel, par exemple, la software error, que jusqu'à présent on a traité comme étant l'erreur maximale de récollement. Peut-être qu'en réalité, ce paramètre comprend l'erreur maximale de récollement et la portée maximale garantie. Dans ce cas-là, c'est plutôt à nous, équipe formelle, de mettre à jour nos hypothèses de preuve en disant, OK, en fait, la portée maximale garantie, elle est comprise dans ce paramètre. Alors, si maintenant on prend un petit peu du recul, qu'est-ce qu'on vient de faire? On avait en entrée une conception, une spécification pour la fonction étudiée. On a formulé des hypothèses qui lient les éléments logiciels et les éléments d'environnement. On a formulé la conclusion recherchée. Puis, on a formulé le raisonnement. Donc, c'est ce qu'on a vu sur le transparent précédent. Et au cours de ce raisonnement, on a bloqué sur un point, c'est la zone de captation de la balise. Et donc là, 2 options. Soit on a détecté une conformité, auquel cas le design de la fonction doit être modifié.
C'est-à-dire qu'il faut préciser que la portée maximale garantie doit également être retranchée. Soit au contraire, en fait, le design était correct, mais c'est plutôt les hypothèses que nous avions formulées dans la phase précédente qui, elles, méritent d'être ajustées. Et donc là, on a une phase de mise au point et on reprend. Une fois que ce raisonnement, j'allais dire sur papier, a bien été formulé, qu'on a le sentiment qu'il est correct et complet, pour en avoir la certitude, on utilise l'outil Atelier B, donc l'outil formel qui nous permet une preuve certifiée. Donc on envoie ce raisonnement-là à l'outil Atelier B qui nous confirme qu'il est correct et complet, ou au contraire, qui nous surligne des éléments qu'on a oubliés. À la fin de tout ça, on a la garantie d'avoir une liste d'hypothèses complètes qui, si elles sont vérifiées, suffisent à établir la conclusion voulue. Donc voilà un petit peu pour le process. Alors ensuite, quel est l'output concret de l'activité? La première chose, c'est une restitution en langage naturel des raisonnements de sécurité. Donc on a un premier livrable qui est quelque part un catalogue ou un cahier des raisonnements de sécurité et qui est accompagné des modèles prouvés, des modèles B prouvés qui garantissent l'exactitude de ces raisonnements. Donc les raisonnements de sécurité sont restitués en langage naturel. Et là-dedans, ce qu'on pourrait trouver typiquement, c'est que c'est du texte sous la forme qu'on a vu précédemment. L'algorithme étudié permet d'établir la propriété de sécurité parce que, et là, on déroule le raisonnement de sécurité. Ces éléments-là sont directement présentables à des équipes safety, aux équipes d'ingénierie, qui parfois doivent aller travailler dans ces fonctions et qui ne veulent pas les casser, donc qui seraient bien, qui ont un intérêt clair à comprendre les raisonnements de sécurité sous-jacents. Pareil pour les ISA, pareil pour les exploitants. Ça, c'est pour le premier livrable. Le deuxième livrable, c'est le catalogue des hypothèses qui a été utilisé. Là, c'est vraiment de quoi a-t-on eu besoin pour prouver la sécurité de la fonction. Par exemple, je vous prends un exemple ici, on a eu besoin de dire que le télégramme fournissait une information de position qui est correcte à plus ou moins une certaine erreur. Alors cette hypothèse-là, en fait, on peut encore la raffiner, on peut encore aller voir un cran plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut par exemple dire qu'il n'y a pas de faute de récollement. Ça veut par exemple dire que la technologie utilisée pour les balises doit garantir une portée maximale. Si vous avez une techno qui ne le garantit pas, ben, ça ne marche plus. Ça peut également exporter des contraintes vers le paramétrage ou vers le déploiement. Et là, j'en ai sorti une à titre d'exemple. Mais si vous avez une portée maximale garantie de 2 mètres, par exemple, on voit bien qu'il ne faudra pas positionner les balises sur les pointes d'aiguille, trop proches des pointes d'aiguille côté talon. Parce que le risque, sinon, c'est un risque de diaphonie. Vous avez un train qui peut prendre la branche déviée de l'aiguille et capter une balise qui aurait été posée sur la branche normale. Et donc, pour éviter ces choses-là, on voit apparaître ici une hypothèse de sécurité qui porte sur le déploiement et qui pourra être vérifiée sur le paramétrage des logiciels. Donc, ce catalogue des hypothèses, il contient des hypothèses qui sont allouées au niveau de la topologie, du paramétrage, des technos, des autres sous-systèmes parfois, ou de l'exploitation, de la maintenance. Il y en a pour tout le monde, quelque part. Là, ce qu'on va voir dans la suite de cette présentation, on va prendre cette hypothèse qui est surlignée ici, et on va voir comment elle pourrait être traitée par de la validation formelle de données par la suite. Alors, je rappelle, l'hypothèse disait que les balises ne doivent pas être posées trop proches des pointes d'aiguille sur le talon. Donc, là, on a fait un schéma pour illustrer ça. Si la balise est trop proche, elle a une portée maximale garantie qui va mordre la voie déviée et qui permettrait à un train de passer sur la voie déviée et de capter la balise qui était en fait sur la voie normale. Le train se localiserait sur la mauvaise branche, en quelque sorte. Donc, c'est une hypothèse de sécurité qui est allouée à la validation formelle du paramétrage. Alors, d'abord au déploiement, mais qui sera vérifié dans les paramétrages des logiciels. Qu'est-ce que ça veut dire trop proche? Donc ça, on peut le calculer en pratique. On n'a pas fait le détail ici, mais on peut le calculer en fonction du rayon de courbure de l'aiguille en question. Alors, comment cette hypothèse-là pourrait être traitée dans une validation formelle de données? Donc, la première chose, c'est qu'elle serait formalisée. Donc, elle serait traduite dans un langage naturel contraint qui structure cette hypothèse. Donc, depuis le langage naturel,
vers le langage naturel contraint. Puis en deuxième étape, le modèle formel va être créé, la règle formelle va être produite. Donc là, vous avez des extraits de formalisation en langage B de cette règle formelle. Et puis par la suite, voilà un petit peu le processus. On a vu, hein, on a sur la boîte verte ici la règle qu'on vient de voir ensemble. En dessous, les fichiers bleus, c'est les données, donc les données que l'on veut valider. Et donc ces deux éléments-là sont fournis en entrée du Clearcy Data Solver, qui est un outil T2 pour du SIL 4 qui a été certifié par Certifair et qui va nous fournir un rapport de vérification dans lequel l'intégralité des contre-exemples, s'il y en a, c'est-à-dire des valises posées trop proches des aiguilles, seront identifiées, surlignées, et donc qui permettront aux propriétaires des données d'aller vérifier est-ce qu'il y a un vrai problème sur le terrain, est-ce que c'est plutôt un problème de saisie, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans le déploiement, ou est-ce qu'on sait justifier cet écart et justifier qu'en fait ce n'est pas très grave pour un cas précis particulier par exemple. Et c'est vraiment comme ça que se met en œuvre le processus de validation formelle, avec au bout du compte un rapport de vérification qui vous garantit ou pas hein, que la règle de sécurité est bien respectée dans toutes les données de paramétrage. Donc sur des données fictives créées pour l'occasion, on a présenté ici ce que pourrait être un contre-exemple en instanciant quelques valeurs. On a dit que la portée maximale garantie, c'était 1 mètre, que l'erreur maximale de récollement, c'était 1 demi-mètre. Et on voit un extrait du rapport ici qui nous dit, ben voilà, la balise avec l'identité de la balise est trop proche de l'aiguille identifiée également. La distance calculée, 6 mètres, elle devrait être strictement supérieure à 21 mètres. Et comme ça, on surligne comme ça les exemples, les contre-exemples, via la validation formelle de données. Donc voilà, on a navigué depuis la preuve formelle de spécification d'un logiciel qui a explicité les raisonnements de sécurité, identifié les hypothèses de sécurité, notamment certaines qui portent sur le paramétrage des logiciels. Puis, on a tiré le fil de cette hypothèse-là qui portait sur le paramétrage pour voir comment les méthodes formelles pouvaient être utilisées par la suite pour aller valider ces hypothèses. Et donc, on a tiré le fil depuis la spécification du logiciel jusqu'à la validation formelle de données. C'est ce que nous voulions présenter dans ce webinaire. Alors, un dernier mot en guise de conclusion sur un petit peu l'état de l'art quand on parle de preuve formelle en contexte industriel, je précise, dans un contexte industriel. Donc la preuve formelle, la première chose, vous avez une preuve formelle au niveau système qui n'a pas été présentée aujourd'hui, qui est en amont de l'éclatement du système en sous-système, qui permet de garantir la sécurité du système complet à condition que certaines propriétés soient respectées alors par les sous-systèmes, mais également les données, l'exploitation, la maintenance et tout ça. Donc ça serait une phase en amont de ce qu'on vient de voir et qui, par exemple, aurait demandé à ce que la localisation du bord fournie par le VC soit une localisation sûre et correcte en SIL 4. Donc ça, c'est cette première phase. Une fois que vous avez fait cette phase-là, vous avez des propriétés à vérifier sur les logiciels. Et donc, à partir de là, le message fort à retenir, c'est que pour vérifier ces propriétés, autant utiliser les techniques qui fonctionnent et qui sont déjà largement répandues. Première chose, si ce que vous voulez vérifier, c'est des propriétés sur un enclenchement, sur un interlocking qui est instancié, vous avez des techniques de model checking aujourd'hui qui marchent très bien. Ça vous fournit une garantie formelle par exploration de tous les cas. Pareil, si vous faites de la validation formelle sur du paramétrage, le modèle checking marche très bien et vous fournira une validation formelle par exploration de toutes vos données vis-à-vis des règles. Donc ça marche très bien sur des sujets de complexité limitée. Par contre, dès que vous rentrez dans des systèmes qui sont plus gros, plus complexes et plus complexes à traiter,
Il existe des méthodes qui fonctionnent dès à présent et qui sont déjà utilisées. C'est la preuve formelle au niveau des spécifications, ce que je vous ai montré aujourd'hui, qui marche très bien pour les équipements génériques bord et sol. Donc, dans le contexte RTMS, ça pourrait être le RBC et le VC. La preuve formelle au niveau spécification fonctionne très bien, elle fournit les garanties voulues. Dans le monde de métro, c'est plutôt le zone contrôleur et donc le carbone contrôleur. Donc ça, c'est une méthode pour valider des propriétés sur ces équipements-là. Et puis, sur des points spécifiques, si vous ne voulez pas déployer ou utiliser des méthodes formelles, vous pouvez toujours continuer à travailler avec les activités traditionnelles du cycle en V qui sont identifiées dans la CNELEC et qui fournissent les niveaux de confiance qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour l'éventail des possibilités. Une fois que vous avez des propriétés à vérifier sur des sous-systèmes, sur des logiciels, voilà le panel des techniques qui vous permettent de le faire et qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, cette présentation est terminée. Si vous voulez plus de détails sur la preuve formelle, vous avez 2 liens ici. Les slides sont accessibles, comme l'a dit Thierry tout à l'heure. Vous pouvez toujours nous contacter via l'adresse qui est fournie sur ce slide-là, contact@clearsi.com. Nous vous répondrons rapidement et on pourra aller plus loin, plus en détail sur certains sujets avec vous si cela vous intéresse. Et notamment si vous êtes intéressé par la phase de preuve formelle au niveau système, celle que nous n'avons pas eu le temps de présenter aujourd'hui.